Parler de ma relation avec ma mère en tant qu'enfant, c'est assez difficile parce que ma mère, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas qui est cette personne et je ne sais pas ce qu'elle ressent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est dans une tour en béton avec une porte blindée et elle a acheté la clé au fond du puits. Je ne sais pas du tout qui est cette personne et je ne le saurai jamais. Julie et sa mère, c'est l'histoire d'un lien qui ne s'est jamais créé. L'histoire d'une rencontre ratée, sans affinité. Un peu comme si elle n'était pas faite pour être mère et fille. Comme si les rôles avaient été mal distribués. Aujourd'hui divorcée et maman de 3 enfants, Julie a dû apprendre la tendresse, en particulier avec ses filles, Jeanne et Violette. Julie, c'est l'histoire d'une plaie ouverte depuis sa naissance, mais aussi d'un secret de famille qui a tout abîmé. Ma mère, je pense qu'elle n'a jamais fait attention à moi. C'est comme si ça ne l'intéressait pas, je ne l'intéressais pas. Et dès le départ, j'ai toujours su que je ne pouvais pas compter dessus. Déjà, quand je suis née, je me suis griffé le visage au sang. Et moi, j'ai toujours entendu dire, toute mon enfance et toute ma vie, « Ah oui, Julie, toi, t'étais un peu folle quand t'es née, tu t'es griffée comme une folle, je sais pas ce que t'avais, mais enfin, on a dû te mettre des gants parce que tu t'es griffée, etc. » Donc cette histoire-là, voilà, on m'a toujours raconté ça. Sauf que moi, après, je l'ai analysée. Et moi, je pense que quand je suis née, en tant que toute petite nouveau-née, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et aussi, moi, je suis née avec un secret de famille. Je suis la deuxième, j'ai un frère aîné, qui en fait est mon demi-frère. C'est le fils de ma mère. Donc, quand elle a rencontré mon père, elle avait un enfant de 2 ou 3 ans, je pense, à peu près. Et mon père a adopté ce petit garçon. Et donc, et ils ont décidé qu'ils ne diraient pas la vérité. Et ils ont fait la même chose avec mon frère aîné. C'est-à-dire que ce petit garçon qui avait 2 ou 3 ans, ils se sont dit, il ne se souviendra pas. Donc, on va lui faire croire que ce père, qui n'est pas son père biologique, est son vrai père. Puisque de toute façon, il porte le même nom que lui, puisque mon père l'a adopté. Donc, ils ont mis un grand coup d'éponge sur le tableau, ils ont mis les compteurs à zéro, et on repart. On repart, c'est sûr, on va faire une belle petite famille, bien unie, pas de problème, on va rien dire, on s'en fout. Et là, il y a un nœud énorme, c'est-à-dire que ça a été un secret de famille, c'est-à-dire que ma mère ne nous a jamais dit, ni à moi, ni à mes frères ensuite, mes 2 autres frères, que ce frère n'était pas le fils de mon père, et donc de notre père à mes 2 autres frères. Elle a caché toute cette histoire, en accord avec mon père, bien sûr, mais ils ont décidé de ne pas nous dire la vérité. Quelle était l'histoire de ta mère avec le père de cet enfant ? Le problème, c'est que je ne sais pas, parce qu'elle ne veut rien dire. Tu peux te faire plein de scénarios possibles dans ta tête. Plein. C'est ça, bien sûr, c'est la porte ouverte à tout. Je me suis même dit, elle s'est fait violer par son père, j'ai tout imaginé, mais je n'ai pas la réponse. Et aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas. Et un jour, elle m'a dit que si l'avortement avait été légal à cette époque, elle n'aurait pas gardé cet enfant. Donc, elle n'en voulait pas. Mais elle l'a eu. À un moment donné, ma mère a été obligée de me dire la vérité. Quand j'ai passé mon bac, je me suis inscrite à la fac. Et là, il fallait une fiche d'état civil familial, je me souviens. Et là, elle a paniqué. Elle a paniqué parce qu'elle s'est dit, elle va voir des dates, elle va comprendre. Donc, je me souviens d'un jour où je suis rentrée à la maison et elle m'a dit, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. En gros, c'était, voilà, oui, ton frère, c'est que c'est ton demi-frère, c'est pas le fils de papa. Elle m'a dit quelque chose comme ça. Très, très rapide, très sec. Et là, elle m'a dit, tu ne me poses pas aucune question, je n'ai rien à te dire de plus sur cette histoire, ça ne te regarde pas, je ne te dirai jamais, ne m'en parle plus. Point. Terminé. Voilà, donc là, il y avait une bonne boule de pu qui s'est bien accumulée. Et donc, moi, je suis née dans ce contexte avec une mère qui, dès le départ, m'a menti.
Donc je pense que déjà la relation, elle était mal partie. Alors ma mère, elle a eu des grossesses parfaites, aucun problème. Je pense qu'elle a trouvé quand même un certain réconfort dans le fait d'avoir des bébés aussi, parce qu'un bébé ne parle pas, donc n'exprime, enfin, de son point de vue, je veux dire, parce qu'en vrai, un bébé exprime énormément de choses. Mais de son point de vue, le bébé n'est pas contrariant. Il se couche, il se lève, il mange, il dort, il est machin. Donc, maîtrise totale pour elle. Donc, je pense que de ce côté-là, c'était très satisfaisant d'avoir des bébés. D'ailleurs, elle a des chiens maintenant. Hein. C'est pareil, un chien ou un bébé, ça se met là, si tu dis d'aller là, ça mange à heure fixe, et puis c'est pas contrariant, ça vient pas te parler. Au niveau de l'entretien de l'enfant, elle était tout à fait compétente. C'est-à-dire qu'on était bien nourris, propres, bien habillés, dans des chambres bien rangées. Voilà, on avait tout ce qu'il faut, comme on dit. Mais c'est tout. Donc toute la dimension de l'amour maternel, je n'en ai aucun souvenir. Les seuls moments où je trouvais que ma mère était gentille avec moi, c'est quand j'étais malade. Alors là, elle était gentille, c'est-à-dire que je me souviens, j'étais dans mon lit avec de la fièvre, elle m'apportait un jus d'orange pressé. Ça, et elle me mettait une petite télévision portative au bout de mon lit et je pouvais regarder la télévision dans mon lit parce que j'étais malade avec mon jus d'orange pressé. Là, elle était gentille. Là, elle était douce. C'est à peu près le seul moment, le seul souvenir agréable que j'ai. Voilà. Mais sinon, elle était froide. Elle était froide et elle ne s'intéressait pas du tout à moi, à nous, je dirais. Parce que j'ai aussi mes 2 autres frères. Puis mon frère aîné, c'est encore une autre problématique. Pour moi, lui, il était carrément maltraité. Mais d'une certaine façon, moi, je dis que j'ai été maltraitée. Parce que je n'ai pas été du tout prise en considération comme un être humain. Et qui plus est, comme un enfant. J'ai été une petite fille perdue, en fait. Voilà. Je n'ai aucun souvenir de tendresse. J'ai jamais fait de câlin à ma mère. Alors, c'est marrant parce que là, voilà, la phrase que j'emploie, déjà, elle est tordue. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de câlin à ma mère. Je devrais dire, ma mère ne m'a jamais fait de câlin. Et ça, c'est un positionnement qui montre bien la culpabilité que peut avoir un enfant quand le lien est défaillant avec ses parents. Un enfant, il va toujours penser que c'est de sa faute. Et encore aujourd'hui, à mon âge, je dis, je n'ai pas fait de câlin à ma mère. Alors que la vérité, c'est que ma mère ne m'en a pas fait. C'était à elle de m'en faire. C'est pas à moi de lui en faire au début. Mais ma mère m'a reproché, entre guillemets, de ne pas être câline dans mon enfance. Elle me disait, oui, de toute façon, toi, tu fais pas de câlin. Donc, c'était de ma faute, en fait. Et du coup, je le prenais comme un défaut de ma part. C'est-à-dire que ma mère, elle me renvoyait ça. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps en disant, je suis pas gentille, je fais pas de câlin à ma maman. Quand je vais me réécouter, ce qu'on a enregistré là, je sais que ça va être difficile pour moi parce que j'ai un problème avec ma voix. Je n'aime pas du tout ma voix, mais ça, en même temps, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas leur voix. Mais sauf que moi, ma voix, c'est, j'ai l'impression d'entendre ma mère quand je parle, souvent. Et puis surtout, la voix, c'est ce que j'aurais utilisé si j'avais pu m'exprimer. Et elle représentait quelque chose qu'il fallait absolument faire taire. Des fois où par exemple, je pleurais pour X ou Y situation, c'était insupportable ça pour mes parents. Ma mère pouvait avoir des phrases très blessantes à ce moment-là. Si je me mettais à pleurer pour quelque chose, elle me disait arrête de nous casser les oreilles avec tes cris de veau, quoi. Tu vas pas pleurer comme un veau, par exemple, sans entendre dire ça.
C'est vraiment, mais c'est le mépris total de l'expression de ton émotion, de ta détresse, où tu dis aide-moi, quoi. Et c'est ta gueule. S'il te plaît, si tu pouvais continuer à te taire, en fait, ce serait vraiment bien. Donc, moi, je me suis construite en n'exprimant rien. Et ça m'a constituée de travers parce que, pour moi, pendant très longtemps, le lien avec l'autre, c'était surtout de ne rien exprimer au niveau émotionnel. C'était de se faire la plus invisible possible. Et du coup, ben, ça entache toutes les relations qu'on a ensuite en tant qu'adulte, enfin, dans les relations amoureuses surtout. C'est très, très flagrant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'ai toujours cherché des personnes qui, d'une certaine façon, fonctionnaient dans ce schéma-là. Donc des personnes qui n'étaient pas capables d'exprimer leurs émotions, qui n'étaient pas capables de recevoir les émotions des autres. Et moi, je me mettais dans ces relations où j'étais comme un poisson dans l'eau, c'était mon schéma. Et en ça, c'était complètement bancal. Tu te sentais protégée par ta mère? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Jamais. Je ne me suis pas du tout sentie protégée par ma mère, non. Non, non. C'est pour ça que je dis que j'étais une enfant perdue, une petite fille perdue. Elle ne m'a pas du tout protégée. En ça, elle est défaillante. Voilà, elle est défaillante, comme dirait Winnicott. Lui, Winnicott, il a la théorie de la mère suffisamment bonne. Ça veut dire que la mère parfaite n'existe pas, mais que la mère, elle est bien quand elle est suffisamment bonne. La mère, elle n'était pas suffisamment bonne. Donc, elle était défaillante. Elle m'a protégée sur rien. Elle m'a donné aucune clé pour apprendre à gérer les relations avec les autres personnes qui m'entouraient. J'ai dû me débrouiller toute seule pour les comprendre toute seule. Elle m'a donné aucune clé du monde. Au moment de l'adolescence ou même dans l'enfance, parfois je faisais des choses qui étaient dangereuses et mes parents n'étaient pas au courant, ne savaient pas. Voilà. Tu as des exemples? Oui, j'ai des exemples, bien sûr. Quand j'étais petite fille, on habitait en Normandie et on habitait pas très loin d'une voie ferrée. Et donc, moi, j'allais avec mon petit frère au bord de la voie de chemin de fer. Et notre jeu, c'était de se mettre le plus près possible des rails. Et la sensation forte de l'appel d'air au moment du train qui passait. D'ailleurs, c'était horrible parce que le conducteur de train nous voyait et il klaxonnait comme un malade. Et nous, on restait collés pour sentir le... On se mettait en danger. Je pense pas que tous les enfants fassent ça. C'était une façon de se sentir très vivant ou est-ce que c'était une façon d'approcher la mort quelque part? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Je sais pas. Et puis après, plus tard, à l'adolescence, j'ai approché la drogue, etc. Tout ça, mes parents, ils n'ont pas du tout été au courant. Ils n'ont pas eu la moindre idée de ce que j'ai vécu. Hein. Et tous les moments dans ma vie où j'ai eu des problèmes, où j'aurais eu besoin de ma mère, j'ai jamais pu faire appel à elle. Je pouvais être au fond du trou ou au nirvana du bonheur. Elle ne voyait pas la différence. Quel regard tu portais sur ta mère en tant que femme? Ouais, ça c'est une très bonne question. Ma mère, elle m'a pas du tout transmis la féminité. Ma mère, c'est pas une femme au sens, elle est pas féminine. En tout cas, la part de féminité qu'elle a en elle, je sais pas où elle est. Donc moi, je n'ai pas eu les codes d'une féminité. Et la féminité, c'est pas se maquiller et se mettre des chaussures à talons. Donc, la féminité, c'est toute la part humaine sur l'expression des sentiments. Et ben donc, ça, je l'ai pas eu parce que elle n'est pas féminine. Pour moi, c'est pas une femme en fait. Et ma phobie dans la vie, c'est qu'on me dise tu ressembles à ta mère. Physiquement, ma mère, elle m'a jamais plu. Hein. Elle me plaît pas, elle me dégoûte un peu.
Après, je peux juste la décrire. C'est une femme qui fait 1,65 m à peu près, qui a les cheveux courts, qui a les yeux verts, qui a toujours eu la même coupe de cheveux toute sa vie et toujours le même maquillage toute sa vie. Et encore, elle est toujours pareille. Donc, mais ça va aussi avec la rigidité du personnage. Toujours pareil. Mais c'est impossible pour moi de dire que ma mère est jolie ou moche d'ailleurs. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est elle. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'être une femme, justement, en étant douce dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'expression de ce que je ressens. C'est ça pour moi, la féminité. Et donc, je m'applique à être une femme dans ce sens-là. Voilà. Quand j'ai été enceinte, c'est vrai que même avant d'être enceinte, d'ailleurs, je me disais, j'espère que j'aurai jamais de fille. Parce que c'était évident. Et là, c'était même pas inconscient de ma part. Je voulais pas reproduire une relation mère-fille. J'aimais pas ce que c'était, donc je voulais pas. Et puis surtout, je me disais, je serais incapable de faire autrement. Donc quand j'ai été enceinte, c'est vrai que je me suis dit, bon, j'espère quand même que c'est pas une fille. Et ben j'ai eu une fille. J'ai eu une fille, dis donc. Et alors en plus, cette fille, je lui ai donné le prénom que mes parents avaient prévu pour moi au départ, et ils ont changé d'avis au dernier moment. Donc moi, on m'a toujours dit dans mon enfance, tu devais t'appeler Jeanne. Et puis finalement, au dernier moment, on a changé d'avis, on a choisi Julie. Eh bien, j'ai appelé ma fille aînée Jeanne, parce que je trouvais que c'était un magnifique prénom en vérité. Et symboliquement, je trouve ça assez joli en termes de réparation, peut-être avec mon enfance aussi. Bon, après, j'ai donné Jeanne, c'est peut-être un peu lourd. Je sais pas. Mais c'est un très beau prénom. Je ne regrette pas du tout de lui avoir donné ce prénom-là. J'ai toujours été élevée dans l'idée qu'allaiter son enfant, c'était sale. J'ai toujours entendu ma mère dénigrer les femmes qui allaitaient leur enfant, parce qu'elle, évidemment, ne l'avait pas fait. Alors après, il y a un contexte aussi, il y a un contexte d'époque où c'est vrai qu'à un moment donné, après 68, il y avait plein de femmes justement sur la libération de la femme, etc., qui ont rejeté l'allaitement à cette époque-là. Bon, en l'occurrence, ma mère n'était pas du tout dans les mouvements de 68, du tout. Hein. Mais je pense que c'était aussi un état d'esprit général. Mais elle me l'a pas véhiculé comme ne t'en faire pas là-dedans, ça va te bloquer. C'était plutôt c'est sale, quoi. On sort pas son nichon. C'était vraiment ça. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. Ça se fait pas, on n'allait pas son enfant. Donc, quand ma fille est née, la première, la sage-femme m'a dit, vous allaitez? Je dis non, non. Non, je n'allaite pas. Et donc, voilà. Et il se trouve qu'à la maternité, 2 jours après la naissance, j'ai pris mon bébé dans les bras. Et puis, elle a eu son petit réflexe de bébé chat là, qui cherche le sein. Et moi, j'ai dit non, non, non. Puis d'un coup, je me suis dit, tu es complètement idiote. Je lui ai dit non, la pauvre. Ça m'a fait de la peine de lui refuser quelque chose qu'elle cherchait instinctivement. Et là, j'ai eu comme une sorte de révélation. Je me suis dit, si, je vais le faire, en fait, je vais le faire. Et là, j'ai découvert un truc génial. Puis un truc qui m'appartenait, vraiment. C'était mon truc. Alors, j'étais assez fière. Quand elle est rentrée dans ma chambre pour la première fois pour voir le bébé, ça m'a été une sensation très désagréable. Je n'avais pas envie qu'elle soit là. Le fait qu'elle prenne le bébé dans ses bras, ça a été une image très désagréable pour moi. Mais déjà, le contact physique qu'elle pouvait avoir avec ce bébé, c'était quelque chose que moi, j'ai jamais eu avec elle. Et la voir prendre mon enfant dans les bras, c'était très désagréable parce que moi, le souvenir qui me reste du contact physique avec ma mère dans mon enfance, c'est un souvenir désagréable du coup. C'est-à-dire que j'ai toujours détesté ça. Je n'aimais pas le fait de la toucher, je n'aimais pas sa peau, je n'aimais pas son odeur, je détestais son parfum. Donc la voir prendre mon enfant dans ses bras, pour moi, c'était
ça me ramenait tout ça, tout ce que je n'aime pas et que je n'ai pas eu et que du coup je n'aime pas. Et puis elle s'est mise à parler au bébé en disant alors ma petite fille, voilà, elle pouvait dire des choses par exemple comme si le bébé se mettait à chouiner dans son lit, elle disait ah bah alors qu'est-ce que t'as, elle s'occupe pas bien de toi ta maman, qu'est-ce qu'il y a. Voilà pourquoi j'avais envie de la gifler. Comment s'est créé votre lien, justement, entre toi et tes filles? Je dirais que le lien avec mes filles, il s'est créé assez naturellement. C'est pas le même lien entre les deux filles. Mais en tout cas, avec ma fille aînée, j'étais tellement contente d'avoir un enfant que c'était un lien, c'était joyeux, c'était un lien gai. J'étais quand même consciente de ce que je voulais pas reproduire. Donc, je me suis bien appliquée à ça, même si de toute façon, il y a des choses qu'on reproduit. C'est impossible de faire autrement. C'est au-delà de la volonté. Donc, il y a des choses qu'on reproduit, mais j'avais quand même à cœur d'être attentive à la façon dont elle se sentait, probablement très maladroitement, hein, parce que je n'avais pas de mode d'emploi. Moi, j'ai appris une langue, j'ai appris le russe, et je m'efforçais de lui parler français, alors que j'avais appris le russe. Donc, c'est difficile d'aller contre quelque chose qui est fondamentalement inscrit en soi. Et puis, malgré moi, je me suis entendue avoir des réactions qui ressemblaient à celles de ma mère. Parfois des moments où j'étais en manque d'empathie par rapport à la réaction d'un enfant, où je me voyais réagir avec agacement, énervement, sans chercher à comprendre, de mettre le mur, comme moi j'ai reçu le mur toujours. J'avais tendance quand même à le faire, ça. Parfois je le réalisais, parfois non. Elles m'ont souvent dit, hein, dans leur enfance et puis surtout à l'adolescence, où c'est quand même, voilà, la parole est plus brute, elles m'ont souvent dit, tu m'écoutes pas, tu nous écoutes pas, alors que j'avais le sentiment d'avoir tout fait pour. Et j'étais quand même à côté de la plaque. T'as eu peur de reproduire à ce moment-là? Ah bah vachement, là j'étais terrorisée. Je me disais, ça y est, c'est pareil, ça y est. J'ai tout fait pour, en fait non. Je me suis plantée, on ne peut pas lutter, c'est comme ça. Ouais, j'ai eu vraiment peur. Mais n'empêche, elle me le disait. Elle me disait, tu m'écoutes pas, j'aurais jamais dit ça à ma mère. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine et qui m'en fait toujours. C'est que je n'ai pas connu la tendresse d'une mère, je ne sais pas ce que c'est. Et je me disais, il faut pas que je reproduise ça. Et avec mes filles, j'ai pas du tout été comme j'aurais voulu être avec elles. J'aurais voulu être tendre, mais j'ai pas su le faire. Je ne sais pas faire. J'ai fait des câlins, bien sûr, j'en ai fait, mais pas assez et pas de façon assez naturelle. C'était un combat toujours pour moi. C'est pas que c'était désagréable, hein, mais presque un peu. Mais c'était à la fois agréable parce que j'étais contente de faire des câlins à mes enfants, bien sûr. Mais il y a toujours eu quelque chose de rugueux. J'ai pas réussi à trouver un vrai bien-être là-dedans pour moi et peut-être pour eux. Et je regrette ça. Mais je leur ai expliqué. Je leur ai dit, parce qu'elles m'ont reproché aussi ça, de ne pas être assez tendre. Et je leur ai dit que je savais, mais je leur ai expliqué pourquoi. Et que j'étais persuadée que la raison, elle venait de là. Donc ça, elles le savent. Donc du coup, je pense qu'elles m'en veulent pas trop. Enfin, j'espère. Et j'ai pas du tout eu ça avec mon fils. Quand mon fils est né, alors là, c'est comme si j'avais ouvert les vannes de ce côté-là. Et là, j'ai été démesurément tendre. Trop. Je l'ai trop investi physiquement à tel point que lui a refusé ça au bout d'un moment. Parce que c'était trop. D'ailleurs, je l'ai été pendant 1 an. C'était la fusion physique. Et quand il a eu 3 ans, eh ben, il a dit « Je ne veux plus que tu m'embrasses ». Donc, c'est devenu Ferdinand, celui qui ne fait pas de bisous. Est-ce que tu dirais que tu es une bonne mère aujourd'hui? Est-ce que je suis une bonne mère aujourd'hui? Ça, c'est une question à laquelle aussi j'ai du mal à répondre.
En tout cas, je dirais pas que je suis une mauvaise mère quand même. Je pense que je m'applique à être la mère la meilleure que je puisse être, avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, toute mon histoire. Voilà, c'est ça que je dirais. Je suis une meilleure mère que la mienne, ça c'est sûr. Et si quand même, je peux te dire que je suis quand même assez fière du parcours que j'ai créé avec mes enfants et qu'on a créé ensemble tous les quatre. Parce que voilà, aujourd'hui, ça se sent dans nos rapports, ça se sent. Donc, ça va. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que mes filles, à qui j'ai beaucoup parlé de ma relation avec ma mère, donc elles sont tout à fait au courant de tout ça, j'aurais beaucoup parlé de ça, quand elles sont en présence de ma mère et que je suis là, elles font exprès de venir physiquement vers moi, devant ma mère. Et ça, moi, à chaque fois, c'est comme une victoire, parce que là, je vois ma mère qui nous regarde. Je ne sais pas ce qu'elle se dit, puisque évidemment, je ne sais jamais, mais je vois son regard. Alors, est-ce qu'elle se dit ah, elles ont de la chance, moi, j'ai pas cette relation-là avec ma fille? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a de l'incompréhension? Est-ce qu'il y a du rejet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois son regard. Son regard, il est quelque chose, quoi. Et dans le fait qu'elles expriment ça de façon volontaire devant ma mère, c'est une façon pour moi de dire à ma mère, regarde où tu t'es plantée. Et regarde où là, nous, on ne s'est pas planté. Donc, quelque part, ça a apporté ça, finalement, ton histoire. Bah, c'est génial, du coup. Tu as réussi quand même à transformer, quoi. Oui, bien sûr, mais heureusement, voilà. Oui, bien sûr, ça, c'est sûr. C'est vrai. Mais moi, au fait, aujourd'hui, je pense que mes enfants ont été la clé qui m'a permis de me décliver. C'est-à-dire qui m'a permis d'ouvrir la porte à mes émotions, qui étaient fermées et verrouillées. Donc oui, ça m'a sauvée parce que ça a semé une graine qui ensuite a poussé et qui a fait que j'ai pu réaliser beaucoup de choses et surtout qui m'a fait comprendre que j'avais un gros travail à faire sur moi. Ce que j'ai fait du coup. Sans enfant, je pense que oui, j'aurais pu sombrer. J'aurais pas pu aller bien. Et j'aime bien leur dire parce que je trouve que pour eux, c'est super d'entendre ça. C'est super positif de savoir qu'ils m'ont fait du bien. Et plus que du bien, même. Qu'ils m'ont vraiment sauvée. Et donc en ça, je ne vais pas dire je les remercie, mais presque si, oui, bien sûr. J'étais pas dans la vie avant ça. Parce que quand on n'est pas dans la vie des émotions, on n'est pas dans la vie. On est fermé à ce qui fait l'essence même de la vie. Est-ce que tu éprouves de la colère envers elle? Ah oui, beaucoup. Je suis en colère de tous ces mensonges, je suis en colère de la défaillance, même si j'ai bien conscience que la défaillance, elle-même n'en est pas consciente. Si aujourd'hui je lui disais je pense que tu as été une mère défaillante, non, elle ne comprendrait pas du tout. D'ailleurs, souvent je l'ai entendu dire nous on a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour vous, pas du tout. Mais moi je suis pas capable de lui dire. J'ai trop peur. T'as peur de quoi? J'ai peur... alors, je pense que cette peur, c'est toujours la même, celle de l'enfance. J'ai peur de lui faire du mal. Bien que j'ai envie de lui faire du mal, quelque part, mais j'ai trop peur de lui faire du mal. Et ça, c'est un truc qui est vraiment ancré en moi. Je ne peux pas passer au-dessus. C'est comme une barrière trop haute. Alors que je sais que je devrais le faire, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai peur de lui faire du mal. Et je pense que si je formule des choses comme ça, ça va être la rupture. Parce qu'elle ne pourra pas l'entendre. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai peur de lui faire du mal et j'ai peur d'une rupture. Alors que je ne cesse de me dire, basta, terminé, je ne les vois plus, je ne leur parle plus. Ben non, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et pourquoi tu n'y arrives pas, selon toi? Et j'ai du mal à cerner pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que je voudrais pas rompre tout contact avec eux? Ce serait peut-être bénéfique pour moi. Mais j'ai peur, mais ça c'est comme dans toutes les histoires aussi de secrets de famille, on a peur de faire exploser
la famille au sens un peu plus large aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de faire du mal à mes frères. Donc, j'ai pas envie d'être responsable de ça non plus, quoi. Donc, je peux pas le faire. J'en suis pas au point où je peux le faire. Et je sais pas si un jour j'arriverai à le faire. J'ai peur que non. C'est en ça que je dis, je suis encore la petite fille, en fait, toujours. Et j'ai bien peur de l'être éternellement. Elle te faisait peur quand tu étais enfant? Oui, elle me faisait peur, oui. Puis je sais pas si ça sert à quelque chose, honnêtement. C'est-à-dire que pour moi aussi, m'ouvrir à ma mère, j'ai pas envie de le faire. C'est un peu comme faire un câlin. C'est comme faire un câlin à ma mère, j'ai pas envie de le faire. Et lui parler de moi, j'ai pas envie de le faire. Ce serait... ça, c'est un point que j'ai du mal à formuler, mais ça me plaît pas de le faire. J'ai pas envie de lui donner ça. Et je sais qu'elle le recevra pas. Et que ce qui va m'être renvoyé, ça va être de l'agressivité, de la malveillance. Et donc, j'ai pas envie de me prendre à nouveau ça dans la figure. C'est aussi une façon... en fait, je pense que je me préserve. C'est pas forcément une libération. Ce sera pas forcément une libération. Je pense que le résultat va être douloureux. Et je crois que j'ai pas le courage de me coltiner ça, en fait. J'ai plus envie de me dire non, tant pis. Tant pis, je préfère me concentrer sur moi et sur mon chemin, à gravir mon échelle pour essayer d'évacuer tout ça. Mais je pense que c'est pas un bon moyen, fondamentalement, d'aller percer l'abcès, parce que ça se passera mal. Comment tu envisages sa mort? Aujourd'hui, je me dis, quand elle va mourir, ça va pas me faire grand-chose. Je sais qu'elle me manquera pas, a priori. Mais peut-être que ça laissera une blessure qui aurait eu besoin d'être mieux soignée de son vivant, et voilà, j'en sais rien. Mais je n'appréhende pas sa mort, par exemple. Je me dis pas, oh, ça va être horrible quand elle va mourir. Non. Mais c'est à l'image de notre relation. C'est rien pour moi. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais après, je vais pas dire non plus que c'est pas folcoche. Elle m'a pas détestée, par exemple. Bien que finalement, c'est aussi une façon de créer un rapport, la détestation. Et que peut-être il aurait mieux valu de la vraie détestation, qu'au moins ça aurait été un rapport, qu'un non-rapport. Si tu avais quelque chose à dire à ta mère aujourd'hui, ce serait quoi? Bah, je lui dirais, t'es passé à côté de tout. Quel dommage. Tu sais pas ce que t'as perdu. Voilà ce que je lui dirais. En fait, c'est curieux parce que tu vois, finalement, je me suis jamais posé cette question. Et finalement, je vois que ma réponse, elle est vers elle, elle est en empathie par rapport à elle. Et je lui dirais pas, tu m'as gâché la vie, par exemple. Donc, en fait, c'est vers elle. Et finalement, je me rends compte que c'est peut-être plus pour elle que j'ai de la peine que pour moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui ne me fait pas envie. Et je n'aimerais pas être à sa place. Je préfère largement être à la mienne. Et oui, je lui dirais, c'est dommage, t'es passé à côté de quelque chose de... T'es passé à côté de la vie, quoi, en fait, juste. T'es passé à côté de la vie. Mais c'est ça, en fait, ma mère, elle est passée à côté de la vie, complètement. Quel gâchis. Mais pour elle, la limite, pour elle. Pour moi, j'ai fait mon travail, je crois. Et en réussissant quand même ma relation avec mes enfants, j'ai pris ma revanche. Et ça, c'est bon pour moi. C'est très bon.